Mes chers compatriotes, je vous parle ce soir, nous sommes le 27 juillet 2023. Je voudrais faire un petit point sur la situation de Macron sur la scène internationale, qui ne cesse en fait de s'aggraver et l'image de la France est désormais au plus bas, sans doute, depuis des décennies. Je pense que jamais depuis la Seconde Guerre mondiale, la France n'est tombée à un tel niveau de mépris généralisé du monde entier. J'en veux pour preuve cette affaire absolument ahurissante sur laquelle les médias français, comme d'habitude, ont été d'une discrétion de violette dès qu'il s'agit d'expliquer aux Français l'abjection du quinquennat Macron. C'est l'affaire des BRICS. Vous savez que Macron a fait sortir d'un chapeau, il y a une quinzaine de jours, l'information selon laquelle, c'est sorti de l'Élysée, selon laquelle il souhaitait être invité au sommet des BRICS, donc Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, qui est en train de damer le pion à l'Occident. J'ai déjà eu l'occasion maintes fois d'en parler. Mais Macron et son entourage ont fait savoir qu'ils souhaitaient être invités à ce sommet des BRICS. Alors, ça a semé la consternation, évidemment, dans un certain nombre de capitales concernées. On a appris assez rapidement que le président Poutine avait fait savoir qu'il ne souhaitait pas la présence d'Emmanuel Macron. Ça, c'est du Poutine, c'est russe, c'est quelque chose d'assez brut de fonderie, mais ça a le mérite de la clarté. En revanche, on n'a pas bien su ce que disait le Brésil, ce que disait l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. On va forcer de constater que personne n'a volé au secours de la demande de Macron. Et bien au contraire, on a appris ces jours-ci donc, que l'Afrique du Sud, qui a fait des invitations assez larges, même je crois une soixantaine de pays, notamment d'Afrique, pour qu'ils, leur chef d'État ou de gouvernement assistent à ce sommet des BRICS, et qui attire désormais l'attention du monde entier, on a fait savoir que l'Afrique du Sud n'avait pas invité Emmanuel Macron. Alors, il n'y a que Macron pour se mettre dans ce genre de situation. Parce que, bien sûr, aucun pays occidental, ni les États-Unis, ni le Canada, ni les pays de l'Union européenne, ni le Japon, ni la Corée, ni l'Australie, ni la Nouvelle-Zélande, les pays de l'OCDE, aucun d'entre eux n'a été invité par les BRICS, puisque justement, ce groupe de pays a vocation à détruire la suprématie du dollar, détruire la suprématie de l'Occident, refuser les viatiques de l'OCDE, etc. Donc c'est évident qu'ils n'ont invité aucun des chefs d'État des pays concernés. Mais à part Macron, aucun des chefs d'État des pays européens, nord-américains, Japon, Corée ou Australie et Nouvelle-Zélande, personne n'avait demandé cette idée saugrenue d'aller être invité au sommet des BRICS. En d'autres termes, Macron s'est mis dans la position d'être humilié. Je pense d'ailleurs que c'est, parmi son psychisme complètement déréglé, je pense que c'est quelque chose dont il a besoin, qui lui plaît. Il y a quelque chose chez Macron de sadique et aussi de masochiste. Je pense que l'idée d'être humilié publiquement, quelque part, ça doit le satisfaire. En tout cas, il y a réussi, puisque, c'est un désastre. L'ensemble du monde ricane dans les chancelleries, les portes capitonnées fermées, en disant, vous avez vu cet énergumène de Macron, il a demandé à être invité, personne n'a voulu lui ouvrir. Est-ce que l'on imagine Charles de Gaulle, ou Georges Pompidou, ou Giscard, ou Mitterrand, ou même Chirac, se placer dans une telle situation? Est-ce que d'ailleurs, dans la vie quotidienne, quand vous n'êtes pas invité quelque part, est-ce que vous commencez à claironner partout que vous voulez être invité? Il y a des gens qui le font. C'est en général, je ne sais pas, moi, on m'a pas élevé comme ça, on m'a appris que c'était de la dernière grossièreté. C'est-à-dire que soit on est invité, soit on ne l'est pas. Voilà. Alors, en plus de ça, les us et coutumes des diplomates, je connais quand même assez bien le monde de la diplomatie, j'ai été au cabinet du ministre des Affaires étrangères pendant un certain temps, c'est que on claironne pas à la face du monde qu'on veut être invité quelque part. À supposer qu'on veuille l'être, on envoie des ballons d'essai et on fait demander discrètement par les représentations diplomatiques dans les pays étrangers
quelle serait la position de tel ou tel pays face à une proposition de la France. C'est comme ça qu'on pratique, pas seulement la France, mais c'est ce que font tous les chefs d'État étrangers. En d'autres termes, certains d'entre vous se rappellent certainement que j'ai dit que si nous arrivons un jour au pouvoir, eh bien, nous lancerons la procédure de sortie de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, et en même temps, c'était dans mon programme présidentiel de 2022, en même temps, eh bien, nous demanderions le statut d'observateur des BRICS. Mais d'abord, la situation serait entièrement modifiée, puisque justement, il n'y aurait plus Macron à l'Élysée, mais j'y serais, et que le monde entier se rendrait compte que d'un seul coup, un bouleversement géopolitique, politique, majeur est en train de se produire en France, qui est à l'origine souvent des grands bouleversements politiques en Europe, d'ailleurs, depuis la Révolution française et même avant. Et donc, déjà, nous serions dans une situation différente. Mais deuxièmement, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Bien, la première chose qu'il faudrait faire, c'est de demander à nos ambassadeurs à Moscou, à Pékin, à Johannesburg ou bien à New Delhi ou à Brasilia, d'aller sonder, d'aller questionner les diplomates des ministères des Affaires étrangères correspondants. Par exemple, l'ambassadeur de France en Chine prendrait rendez-vous avec le Weijiaobao, c'est-à-dire le ministère chinois des Affaires étrangères, et irait dire, voilà, qu'est-ce que vous penseriez si la France souhaitait être observateur au prochain sommet des BRICS ? Et puis on verrait la réaction. Et on verrait ce que dirait Moscou, ce que dirait Pékin, ce que dirait Brasilia, New Delhi ou bien Johannesburg. Voilà. Et en vertu de ça, eh bien à ce moment-là, on agirait ou on n'agirait pas. Il est possible que partout, si le changement de gouvernement a eu lieu à Paris, eh bien qu'on ait un bon accueil. Il est possible aussi qu'on nous dise dans telle ou telle capitale, écoutez, c'est un peu prématuré, il vaut peut-être mieux attendre encore un an, etc. Et à ce moment-là, si on nous dit ça, tout ça se faisant dans le secret, bien sûr, des chancelleries et des ministères, eh bien à ce moment-là, normalement, on reporte la demande. C'est ce qu'aurait dû faire Macron. À supposer que Macron ait pensé qu'il pouvait être invité, il n'aurait jamais dû lancer cette demande enfantine, d'ailleurs, sur la place publique. Il aurait dû envoyer ses ambassadeurs, lesquels seraient revenus aussitôt, en quelques jours après, en disant « j'ai pris contact avec le ministère des Affaires étrangères à Moscou, à Brasilia, etc. » Et puis voilà. Ils auraient dit en termes diplomatiques, par des télégrammes diplomatiques, que c'est très prématuré, que l'accueil n'a pas été favorable, que les autorités de résidence n'ont pas souhaité donner la moindre espoir. Voilà. Et ça serait resté en mode mineur, ça serait resté dans la confidentialité des ministères. Alors, si je raconte tout ça, c'est pas seulement parce que Macron s'est en fait ramassé un vent, une gifle diplomatique quand on a appris que personne ne voulait l'inviter, mais c'est aussi, ça témoigne quand même de la profonde incompétence, pour pas dire de la crétinerie avancée. C'est-à-dire, pour qu'il ait eu l'audace de faire ce qu'il a fait, il faut qu'il ne soit complètement déconnecté de la réalité. Il ne se rend pas compte, c'est ça qui est très très grave. Macron ne se rend pas compte du fait non seulement qu'il est en France détesté par 70% de la population, ça je pense quand même qu'il doit quand même en avoir quelques idées, puisqu'il ne sort jamais sans être entouré d'un aréopage de policiers, de gendarmes mobiles, etc. Mais il ne se rend pas compte non plus qu'en fait, dans le monde, eh bien la France, à cause de lui notamment, à cause de son inféodation totale à des intérêts étrangers, la France a perdu tout crédit à cause de lui. Et que les grands dirigeants du monde ne veulent plus avoir affaire à cet individu. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne l'a toujours pas compris. Il a un problème de rapport à la réalité. C'est évidemment extraordinairement grave au moment même où il commence à envoyer maintenant des missiles pour attaquer la Russie. Il envoie ça à l'Ukraine. Ce monsieur n'a aucune perception juste de la réalité. Alors, je voulais dire aussi un autre mot, c'est que, comme à l'évidence,
En France, il a compris que il y a 70-75% de la population française qui ne peut plus le sentir, pour parler de façon familière, ne peut plus le blairer, pour parler de façon un peu plus argotique. Donc il essaye d'aller à l'étranger. Mais encore faut-il qu'il trouve des pays qui le reçoivent. Et encore faut-il qu'il aille dans des pays qui ne sont pas interdits par l'oncle Sam. Donc ça fait quand même de plus en plus de pays qui refusent. Je rappelle quand même que son voyage récent en Afrique a été quand même très 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 mauvais. La façon dont il s'est fait recevoir par le président du Congo, de la République démocratique du Congo, le président Tshisekedi, c'était quand même à la limite de l'insulte. La difficulté de Macron, c'est qu'il ne peut plus vraiment aller nulle part, dans des grands pays en tout cas, parce qu'il n'y est pas très bien reçu, tout simplement, ou parce qu'on fait savoir que c'est inopportun. Le voyage en Algérie a été un désastre. D'ailleurs, depuis son voyage en Algérie, on ne cesse que d'avoir des rebuffades venant d'Alger et destinées contre la France. Alors, il fait quoi, Macron ? Il fait un petit peu... on a l'impression de François Hollande en fin de mandat. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais François Hollande, à la fin 2016, début 2017, il savait que c'était terminé. Il avait compris que l'oligarchie qui dirige la France avait décidé que le prochain président de la République, ce serait Macron, parce que Hollande n'est quand même pas complètement débile. Ou alors il avait eu des appels téléphoniques en lui disant « Bon, cette fois-ci, c'est terminé pour vous ». Et donc, il s'est mis en roue libre pendant les derniers mois de son quinquennat. Donc, je rappelle que François Hollande est allé notamment en Amérique du Sud, il est allé en Colombie, je crois, il me semble en Équateur, voilà, pour rien en fait. Il a dépensé des tonnes de kérosène avec son avion spécial. Il est allé serrer la main de présidents qui l'ont reçu, qui n'en avaient rien à faire parce qu'ils savaient que quelques semaines après, il ne serait plus rien. Donc il a fait du tourisme en définitive. Eh bien, c'est malheureusement ce que fait Macron. Alors en ce moment, il collectionne les perles puisqu'il est allé en Mongolie. Alors, j'ai beaucoup de respect pour tous les peuples du monde. Moi, j'adore les pays étrangers. Et je ne trouve pas anormal, par principe, qu'un président de la République française se rende en Mongolie. C'était la première fois. Sauf que là, ça n'est pas voulu, c'est quasiment subi. C'est parce que où est-ce qu'il peut encore être reçu par des pays assez pauvres, où il fait encore très éloigné, qui ne connaissent pas très bien la situation en France, et où il fait encore un petit peu illusion, et qui imaginent peut-être qu'ils vont pouvoir gratter quelques sous à la France, alors que nous sommes un pays complètement désargenté. Donc il est allé en Mongolie. Je rappelle que le commerce extérieur de la Mongolie avec la France, ça doit compter pour 0,001% de nos exportations. Ça doit être à peu près de ce niveau-là, c'est-à-dire absolument rien. Et quand je dis ça, ça n'est pas encore une fois par mépris ou par volonté de minimiser l'intérêt de la Mongolie, mais c'est un fait. C'est un fait que son voyage, en fait, ne sert pas à grand-chose. Voilà, il promet. Alors ensuite, là, il s'est rendu en Nouvelle-Calédonie. Ça, c'est important, parce que nos territoires d'outre-mer du Pacifique méritent une très grande attention de Paris. Donc ça, c'est assez justifié qu'il se rende en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française. Il a fait un détour par le Vanuatu. Bon, à la limite, pourquoi pas, ce sont les anciennes Nouvelles-Hébrides, c'est-à-dire ces îles peu peuplées, mais qui avaient fait l'objet d'un partage sans précédent historique d'ailleurs, assez étonnant, entre la France et le Royaume-Uni. C'était, je crois, à la fin du XIXe siècle, où donc il y avait un haut représentant de la République française et un haut représentant de Sa Majesté britannique, qui étaient les puissances coloniales tutélaires. Et donc c'est ce qu'on appelait un condominium, le condominium franco-britannique des Nouvelles-Hébrides. Indépendant en 1980, qui a pris ce nom de Vanuatu. Moi, j'y suis allé il y a assez longtemps. Je crois que ça veut dire dur, fort comme un gros caillou. C'est un peu Vanua, c'est la terre. Hein. Fénois, Vanua, dans tout cet univers, c'est le sol, la terre nourricière. Il y a encore des Français. Il y a des Français installés. Il y a quelques milliers de Français qui vivent notamment dans la capitale, Port-Vila. Mais c'est un tout petit pays, tout à fait enchanteur, mais qui... Alors, à la limite qu'il y soit allé depuis
par un coup d'avion depuis la Nouvelle-Calédonie, pourquoi pas? Il aurait pu en profiter, à mon avis, plutôt pour aller à Wallis-et-Futuna, qui est un territoire français d'outre-mer. Je crois qu'il n'y est pas allé. Mais enfin bref, ça peut encore se justifier. Mais alors, à son retour, eh bien, on apprend que Macron se rend au Sri Lanka. Alors, j'aime bien le Sri Lanka, j'y suis allé, j'ai fait une vidéo avec Paul-Marie Couteau, que vous avez peut-être vu, sur notamment les chefs d'État que j'ai pu rencontrer au cours de ma carrière, notamment lorsque j'étais conseiller auprès du ministre des Affaires étrangères sur l'Asie, l'Océanie, l'Amérique latine et les questions économiques. Et donc je raconte notamment dans cette vidéo comment j'ai été amené à faire antichambre contre mon gré à la présidente du Sri Lanka, Madame Chandrika Bandaranaike Kumaratunga, qui était à l'époque la présidente du Sri Lanka. Donc on est dans les années 1996. Mais ça reste un petit pays qui n'a pas de lien avec la France, n'a pas de lien traditionnel. Il a des liens traditionnels avec le Royaume-Uni, c'est l'ancienne Ceylan. C'est des liens également un peu plus lointains avec les Pays-Bas, des liens encore plus lointains avec le Portugal, puisque ce sont les différentes puissances coloniales qui se sont succédées. Mais avec la France, il se trouve qu'on n'a jamais eu de lien très grand avec le Sri Lanka. Encore une fois, je ne suis pas hostile, mais ça aurait pu s'inscrire si, par exemple, il y avait eu un tour du sous-continent indien. Il fallait aller d'abord en Inde, et puis éventuellement au Bangladesh ou au Pakistan, qui sont des pays beaucoup, beaucoup plus importants du point de vue économique et du point de vue en termes de population, et éventuellement au Sri Lanka. D'ailleurs, de façon plus générale, M. Macron se vante d'être le premier président de la République française à aller en Mongolie ou aller au Sri Lanka. On peut encore lui en trouver. Hein. Il pourrait être le premier président de la République française à se rendre à Belize, l'ancien Honduras britannique, indépendant depuis les années 1977, je crois. Il pourrait se rendre, aller faire un saut au royaume de Tonga, dont la capitale célèbre est Nuku'alofa. Il pourrait aussi aller dans la République de Kiribati, ou bien à Tuvalu, Niue, enfin des micro-États. Il peut le faire, il serait le premier. Enfin, tout ça n'est pas raisonnable. Un vrai chef d'État français qui voudrait vraiment défendre les intérêts de la France irait dans des pays très importants dont nous sommes bannis par l'oncle Sam. Par exemple, l'Iran. Je rappelle que c'est un pays qui est proche de la France à de nombreux égards, que depuis l'époque de Louis XIV, nous avons des liens diplomatiques très importants avec l'Iran, que l'Iran a été la cour de Téhéran, que ce soit sous la dynastie des Qadjars, qui était la dynastie au XVIIIe, XIXe siècle. Le Shah d'Iran, de ce qu'on appelait la Perse à l'époque, sous la dynastie des Qadjars, avait toujours comme médecin personnel un Français. Ou que ce soit sous la dynastie des Pahlavis du XXe siècle, où il n'y a eu que 2 monarques, eh bien, la cour parlait le français. Un français absolument impeccable. De Gaulle était allé en Iran lorsqu'il était président de la République, peut-être 64 ou 65. La France pesait de tout son poids, avec une francophonie extrêmement développée. Et la France, il y avait des intérêts industriels, des intérêts scientifiques, universitaires. Et puis c'est une immense civilisation, l'Iran, la Perse. Depuis des années et des années, en fait, depuis la révolution de Khomeini de 1979, et même depuis plusieurs années auparavant, parce que du temps du Shah d'Iran, de la fin du régime du Shah d'Iran, qui était en fait complètement dans la main des Américains, aucun dirigeant occidental n'osait se rendre encore en Iran. Je crois que la dernière fois qu'un chef d'État français s'est rendu en Iran, ça devait être en 1972 avec Georges Pompidou, à l'occasion des fêtes du 2500e, je crois, anniversaire de Persépolis. Mais c'était déjà assez sulfureux d'aller en Iran. Mais depuis lors, ça fait donc quand même depuis un demi-siècle, il n'y a pas eu de chef d'État français qui se soit rendu en Iran, où il y a quand même 80 millions d'habitants. Donc normalement, un chef d'État français devrait aller en Iran. Et si ça ne plaît pas à Washington ou tel autre pays allié de Washington, eh bien, c'est pareil. On y va quand même. Même si nous ne sommes pas forcément d'accord sur des tas de choses, la France doit avoir des relations
avec l'Iran. C'est pas la seule. Et la France doit avoir des relations aussi avec la Syrie. Je rappelle qu'à cause de Macron complètement aligné sur les États-Unis d'Amérique, nous avons maintenant perdu pied en Syrie. Nous avons fermé notre ambassade à Damas, alors qu'on a encore une ambassade à Téhéran. Nous avons fermé notre ambassade à Damas au moment où les États-Unis ont décidé, dans le cadre de reformatage du nouveau Moyen-Orient décidé par les cercles néoconservateurs américains, eh bien, donc, l'Occident, les États-Unis, l'OTAN, a décidé de déstabiliser, de chasser Bachar al-Assad de la présidence de la République syrienne. Avec un narratif assez comparable à ce que l'on a avec l'affaire ukrainienne et russe, c'est-à-dire un narratif qui sert les intérêts de l'OTAN, qui travestit la réalité. Donc on a eu le changement de gouvernement avec les révolutions du Maïdan en 2014 à Kiev, piloté par les néoconservateurs américains, mais aussi, eh bien, c'était ce qu'ils voulaient faire en Syrie. Et puis ça s'est pas passé comme c'était prévu. Voilà. La France, malheureusement, a suivi aveuglément Washington. Nous avons fermé notre ambassade à Damas. Nous avons coupé des liens avec ce pays, la Syrie, avec lequel nous avons des liens très étroits depuis François Ier. Depuis François Ier, il avait obtenu ce qu'on appelait les échelles du Levant, grâce à son entente avec Soliman le Magnifique, qui était le grand Turc. Je renvoie à ma conférence sur l'histoire de France. Et donc, la Syrie, comme le Liban, mais la Syrie était un pays qui avait été placé sous protectorat français après la Première Guerre mondiale, et c'est un pays où un très grand nombre de Syriens parlaient et parlent encore un peu le français. Pays où, là aussi, Charles de Gaulle s'est rendu, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale, mais aussi ensuite. Charles de Gaulle s'était rendu, je crois, en mars 1946, 2 mois après avoir quitté le pouvoir. Il était allé voir justement un tour de tous les grands chefs syriens. Malheureusement, nous sommes en train de perdre pied en Syrie. Macron a cru, comme tous les imbéciles des européistes, qu'à partir du moment où les États-Unis arrivaient, il fallait se mettre derrière eux parce qu'ils gagneraient. Ils ont tout simplement oublié de regarder la réalité. La réalité, c'est que les États-Unis, presque tout le temps, depuis 1945, ont perdu les guerres qu'ils ont entamées. Ils ont été battus un peu partout, en définitive. Battus au Vietnam, battus au Cambodge, battus au Laos, battus en Afghanistan. Voilà, ils sont battus partout, en fait. Et donc, bien là, en Syrie, ils ont été chassés de l'Iran. Et en Syrie, leur coup d'État, la volonté d'avoir un régime à leur botte n'a pas marché. Voilà. Le résultat des courses, c'est que maintenant, une dizaine d'années après le lancement des opérations de déstabilisation du régime de Bachar al-Assad, eh bien, la Syrie, aidée par la Russie, a réussi à vaincre Daesh, puisque l'État islamique de Daesh, et ça, il faudrait vraiment que les Français le comprennent, l'État islamique de Daesh a été subventionné, financé, armé par les États-Unis d'Amérique et notamment par l'intermédiaire de l'Arabie saoudite. J'ai déjà eu l'occasion de le dire, je l'avais dit d'ailleurs à Macron pendant la campagne présidentielle en 2017, certains d'entre vous se le rappellent. Pour mettre également un terme à toute complaisance avec l'émirat du Qatar ou avec l'Arabie saoudite, qui sont, on le sait, parmi les principaux pourvoyeurs financiers et d'armes du terrorisme islamiste. J'aimerais d'ailleurs que M. Macron nous dise ce qu'il en pense. Je suis d'accord avec vous sur ce dernier point. Ah, vous êtes toujours d'accord avec tout le monde? Non, ça n'est pas vrai. Ça, Monsieur Poutou. Donc il faut bien comprendre que Daesh, l'État islamique dont on ne parle plus, qui a été éradiqué, il a été éradiqué grâce à qui? Grâce à la Russie. Merci, Monsieur Poutine. C'est bien la Russie qui a débarrassé la Syrie de Daesh. Mais les États-Unis sont encore présents en Syrie et ils se livrent au nord-est du pays à un pillage en règle des ressources, notamment agricoles, des ressources en hydrocarbures de la Syrie qu'ils volent tous les jours, tout simplement, au nez et à la barbe des autorités de Damas et au vu et au su du monde entier. Alors tout ceci a mené à quoi? Au fait que la Syrie a été réintégrée récemment dans la Ligue arabe, que la Syrie est très, très liée désormais avec la Russie, que l'apprentissage du français désormais cède la place à l'apprentissage du russe,
Et que récemment, très récemment, il y a eu des missions commerciales occidentales, notamment des Allemands, qui sont allés en Syrie pour reprendre des contacts. Nous, en France, rien. Macron est en train de détruire tout ce qui a été tissé depuis 5 siècles par la France en Syrie. Voilà. Alors, par exemple, plutôt que d'aller au Sri Lanka ou en Mongolie, eh bien, Macron devrait aller en Syrie. Voilà. Bon, je vais arrêter ici le panorama de tout ce que Macron aurait dû faire et n'a pas fait. Sachant tout ça, je pense que les Français doivent, en conscience, lorsqu'ils mettent un bulletin dans l'urne, que ce soit aux prochaines élections européennes, mais ultérieurement, choisir le dirigeant qui connaît les dossiers et qui sait comment défendre les intérêts de la France. Si moi j'avais été élu à l'Élysée, eh bien je peux vous dire que je ne suis pas du tout certain que je serais allé en Mongolie. Je le regrette, c'est un très beau pays, mais je n'y serais sans doute pas allé. En revanche, j'aurais donné la priorité, outre tout le reste, j'ai déjà eu l'occasion, le refus des sanctions contre la Russie, demander la sortie de l'OTAN en actionnant l'article 13 du traité de l'Atlantique Nord, demander à nos partenaires européens la sortie de l'Union européenne par l'article 50 du traité de l'Union européenne, mais aussi en renouant des relations, des amitiés mondiales, en particulier avec ces États qui sont pestiférés en Occident et par nos médias. Bien sûr, je ne dis pas que le régime de Téhéran ou le régime de Damas soient des modèles de démocratie, ça on est bien d'accord. Bon. Mais enfin, c'est bon. Il y a bien d'autres régimes dans le monde qui ne sont pas des modèles de démocratie, à commencer par l'Arabie saoudite, le Qatar, etc., ou l'Ukraine, et là où il est en revanche de très bon ton de se présenter. Donc moi, j'aurais été élu, eh bien j'aurais renoué des relations, évidemment des relations diplomatiques avec la Syrie, et puis je serais allé en Syrie, je serais allé en Iran, je serais allé à Caracas, je serais allé dans un certain... et puis bien d'autres pays du monde, bien sûr. Je serais même allé aux États-Unis d'Amérique en espérant qu'ils bientôt se débarrasseront du gang Biden, qui est corrompu jusqu'à l'os et qui est un gang à la fois mafieux et criminel. J'espère, moi je ne suis pas anti-américain viscéral et par principe, j'espère que les États-Unis vont pouvoir, dans les années qui viennent, se débarrasser de ce parti démocrate qui est devenu une espèce de gangrène généralisée du monde occidental. Et dès que vous commencez à soulever un certain nombre d'affaires épouvantables, comme l'affaire Jeffrey Epstein, par exemple, pour ne pas la citer, ou l'affaire du laptop d'Hunter Biden ou de l'entourage de Biden, vous découvrez en fait des horreurs. Voilà. Il n'en demeure pas moins que nous devons continuer à nous battre et à défendre l'honneur de la France, de la République française et sa réputation dans le monde.